Amis du frisson, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Mystery Kit. Aujourd'hui, on va voir donc une nouvelle formule. Je sais, je travaille les formules au fur et à mesure, mais bon, j'essaie d'avoir quelque chose de concret et d'intéressant pour vous. Et donc ça va se séparer maintenant en chroniques. Donc la première chronique vous sera présentée par Lilia, la seconde par moi-même. Donc chacun va traiter d'une histoire. Donc ça peut être de fantômes, d'ovnis, de cryptozoologie, n'importe quoi, mais d'histoire complète. Ensuite, vous aurez donc, on oublie la minute du gamer pour venir maintenant sur la vidéo insolite que j'ai trouvée. Et pour terminer, à la place de la pin-up, on va faire une pin-up complètement différente puisque ça sera le moment de la cryptozoologie et on attaquera une créature légendaire avec ses caractéristiques, des photos s'il y en a, etc. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec l'histoire de Lilia. Salut les amis, c'est Lilia, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'asile hanté d'Athènes et sa mystérieuse tâche. Donc tout d'abord, nous allons commencer par parler du bâtiment. L'asile est situé au cœur d'une petite ville de l'Ohio, aux États-Unis. Il y a 30 ans, une tragédie peu ordinaire marque à tout jamais les murs et les esprits de cet asile. Cette étrange histoire se déroule à Athènes, dans l'Ohio. C'est dans cette tranquille petite ville universitaire que se trouve un ancien hôpital psychiatrique qui a beaucoup fait parler de lui, le Ridge. Cet asile a ouvert ses portes dans les années 1870 et possédait 544 chambres et a hébergé près de 2000 patients. On y trouvait toutes sortes de pathologies, telles que des maladies mentales, mais aussi des gens atteints de tuberculose ou encore des femmes enceintes de dépression nerveuse. À l'origine de ces constructions se trouve un homme, le docteur Thomas Story Kirkbride, dont les travaux constituèrent à améliorer le statut des malades mentaux. Sous son influence, on va concéder aux fous le droit à une vie privée, donc des chambres individuelles. Le bâtiment se trouve au sommet d'une colline. Ces institutions étant conçues pour fonctionner de manière autonome, les malades s'occupèrent de la culture des potagers, des exploitations porcines ou bovines, de l'entretien du parc et de la propriété. Selon le docteur Kirkbride, l'architecte du lieu, la beauté du cadre, l'air pur et le travail sont censés remplir un rôle thérapeutique. À son ouverture, l'asile abrite 544 patients. Ce nombre atteindra 1600 en 1935, puis connaîtra un pic à 2000 dans le milieu des années 50. Entre-temps, le bel idéal de thérapie mentale a pris un coup dans les gencives et moins de 10 ans après la construction des premiers bâtiments, les conditions de vie des malades ont commencé à se dégrader à cause de la surpopulation. Parfois, les médecins faisaient prendre aux patients des bains d'eau glacée ou d'eau bouillonnante. Ils leur faisaient subir des électrochocs et différentes formes de lobotomie. Les médecins disent que c'est pour soigner les patients, mais beaucoup de personnes pensent au contraire que c'est surtout pour leur garantir une certaine tranquillité. Les luxurieux hôpitaux Kirkbride, censés guérir la folie par le traitement moral, deviennent alors synonymes d'horreur. Durant la Seconde Guerre mondiale, les choses s'aggravent encore puisque le personnel est réduit à son strict minimum et les patients sont entassés dans des cellules. Ils sont abandonnés, sans soins médicaux et parfois sans nourriture. À la fin des années 60, la mode de l'internement finit par passer. La découverte de la thorazine et de la camisole chimique change de nouveau l'approche de la maladie mentale. Désormais, la nouvelle drogue peut rendre les fous sociables, ce qui permet à l'État fédéral et au gouvernement de conséquentes économies en faisant passer les malades du statut d'interné à celui de sans domicile fixe. Mais très vite, l'asile va souffrir d'une sinistre réputation et pour cause. Dans les années 30, des lobotomies étaient pratiquées sur des patients de l'asile. Leur méthode était assez effrayante. Ils utilisaient des seringues géantes qu'ils enfonçaient à travers le globe oculaire vers une partie du cerveau qui, selon les docteurs, pouvait contrôler le comportement. Ces pratiques extrêmes et l'environnement très austère de l'asile fascinent et effraient les habitants d'Athènes. Ce bâtiment est à la fois immense et très impressionnant. C'est sans doute la raison pour laquelle beaucoup de gens sont effrayés par celui-ci, et certains étudiants rapportent même qu'il serait hanté. Finalement,
les histoires les plus effrayantes commencent à circuler autour de l'établissement. Et la plus célèbre est sans doute celle d'une jeune pensionnaire du nom de Margaret Schilling. En 1990, l'hôpital psychiatrique d'Athènes déménage et les anciens bâtiments sont cédés à l'université de l'Ohio qui sont situés à 2 pas du domaine. Lors de son internement à l'asile, Margaret avait pour habitude de s'échapper un peu partout dans le bâtiment. Un jour, alors qu'elle faisait une nouvelle escapade, elle a disparu. Et c'est à ce moment que le personnel est parti à sa recherche. Pendant de longues semaines, Margaret est portée disparue jusqu'à un jour de janvier 1979 où elle fut retrouvée, mais morte, gisant sur le sol. Certains pensent qu'elle était malade et qu'elle est décédée suite à une crise cardiaque. Lors du déplacement de son cadavre vers la morgue, les infirmiers présents sur les lieux constatent un étrange phénomène. À l'emplacement même où gisait son corps, une tache a été retrouvée sur le sol. Une tache qui dessine parfaitement le corps de la défunte et qui est complètement incrustée dans la pierre. À plusieurs reprises et en utilisant plusieurs procédés, le personnel a essayé d'effacer cette tache, mais ils n'ont jamais réussi. Aujourd'hui encore, cette incroyable silhouette continue de maculer le sol de cette pièce. Alors, est-il possible d'expliquer un tel phénomène? Pour beaucoup, cette tache est une preuve formelle que l'âme de Margaret n'a toujours pas quitté les lieux et continue de hanter l'asile. Alors, Margaret Schilling continuerait-elle de hanter les lieux? Alors, une question se pose. Réelle hantise ou mauvaise conscience d'une société ayant maltraité ses malades? C'est une bonne question. Toujours est-il que de plus en plus de visiteurs se mettent à voir des choses dans l'asile, surtout les étudiants de l'université dont le campus a intégré le bâtiment. Ce genre d'histoire faisait merveille à l'approche d'Halloween. Il y a aussi des légendes urbaines qui ont été créées par rapport à toute cette atmosphère du bâtiment, de Margaret, etc. Et la plus connue de ces légendes urbaines concerne une jeune étudiante du nom de Debbie, que sa curiosité aurait poussée à se rendre seule, de nuit, dans la pièce où Margaret a trouvé la mort. Quelques jours plus tard, poursuivie par le fantôme de Margaret, elle se serait suicidée. Mais tout cela ne reste qu'une légende urbaine. Debbie, qui était accompagnée de 2 amis, aurait aperçu la nuit sur le campus une créature suspecte et vu des objets bouger tout seuls. Cependant, l'article relate des événements ayant eu lieu 2 ans avant le décès de Margaret. Par ailleurs, aucun suicide d'étudiant n'a été signalé à cette époque. Voici maintenant un autre phénomène que soulignent les chasseurs de fantômes locaux. 5 cimetières autour du bâtiment seraient disposés en pentagramme, avec comme centre le Wilson Hall, un bâtiment réputé particulièrement hanté. Enfin, l'un des cimetières du bâtiment aurait été déclaré cimetière le plus hanté du monde. Ce cimetière présente cependant une curiosité qui attire l'attention. Sur les pierres tombales, les noms sont remplacés par des numéros. Une légende locale dit que toutes les traces des malades enterrés dans ce lieu auraient été effacées, ceux-ci étant décédés à la suite d'expériences médicales sauvages. Mais en réalité, l'hôpital conserve sur microfilm les identités de chacun des résidents du cimetière et ces archives restent à la disposition du public. En fait, ce que les numéros sur les tombes nous disent, c'est que les patients, une fois morts, étaient presque aussi maltraités que lorsqu'ils étaient en vie. Revenons maintenant à notre tâche. Si le soleil passant par la large fenêtre de la pièce où Margaret a été retrouvée morte, si la chaleur du soleil n'a pas réussi à réchauffer Margaret, il a par contre favorisé la dégradation de son corps. Et c'est un cadavre extrêmement abîmé que découvre en janvier le personnel soignant. L'ordre est donné de nettoyer la pièce, mais cette souillure s'incruste, au point que 20 ans plus tard, elle est toujours là, sous la forme d'une décoloration locale du sol. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer cette anomalie, comme celle d'une éventuelle photographie en négatif du corps dans la pierre. Puis, l'année dernière, un chercheur en biochimie de l'université de l'Ohio a démontré qu'il fallait s'en remettre au phénomène très naturel de la décomposition des corps. Le but de Glenn Jackson et de son équipe en étudiant la tâche de l'asile était de déterminer
si les enquêteurs judiciaires pouvaient parvenir à identifier la présence de restes humains dans un lieu absent de traces d'ADN. En démontrant la présence d'acide gras dans le sol, Glenn Jackson a pu conclure que la tâche de l'hôpital d'Athènes avait bien été produite par la dégradation des tissus gras provenant de la décomposition d'un corps. Il demeure néanmoins un détail problématique que la biochimie échoue à résoudre: la forme parfaite de la tache. Le nettoyage du sol après l'enlèvement du corps aurait dû éparpiller les acides gras et rendre par conséquent la tache informe. Or, ce n'est pas le cas. Il faut savoir aussi que depuis, la pièce où Margaret est décédée est complètement fermée au public. Plus personne ne peut y entrer. Donc les seules preuves de cette tache qui nous reste, ce sont les photos. Les photos qui ont été prises par des scientifiques et des chercheurs, etc. Maintenant, le mystère de cette tache reste entier. Même si chacun a sa petite hypothèse, même si chacun a pu ou n'a pas pu faire des expériences, il n'empêche qu'il n'y a rien qui peut l'effacer. Même avec les années, la tache, elle reste indemne. Donc, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière tout ça, quoi. Ce n'est pas quelque chose de normal. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de paranormal. Moi, c'est mon avis personnel. Maintenant, si vous avez envie de me donner votre avis aussi à vous, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je serai ravie de les lire. Et donc voilà, donc mon histoire s'achève ici. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'irai pas mettre les pieds là-dedans. Il y a toujours un petit frisson, surtout avec cette fameuse tache. Bon, quittons un petit peu l'asile maintenant pour venir directement à mon histoire. Il s'agit en fait des visages de Belmez. L'histoire des visages de Belmez commence le 23 août 1971. Au 5 rue Rodriguez da Costa. Une maison très simple, habitée par la famille Pereira, où tout se passe très très bien et sans aucun problème de famille. Un jour, Madame Pereira va vouloir faire la cuisine tranquillement chez elle. Ce qui va se passer, c'est qu'à côté de son pied, une tache va commencer à se former. Elle va commencer à fixer cette tache et va se rendre compte qu'un visage commence à se former. Elle commence à avoir la trouille quand ce visage commence à changer d'expression au fur et à mesure que le temps va passer. Pris de panique, elle va appeler son fils pour tout simplement attester de la chose et détruire cette partie de pièce. Une fois que la dalle a été détruite et que le sol de la cuisine a été entièrement refaite, les visages vont commencer à réapparaître, mais en plus grand nombre. Des fois, les dessins iront même jusqu'à faire des mains, des torses et parfois des groupements de personnes. Pour attester tout ça, ils vont appeler le maire, et le maire va venir avec l'ecclésiastique du coin pour attester du phénomène. Ils vont se rendre compte que les visages non seulement changent d'expression quand on essaye par exemple de les effacer avec du détergent, mais qu'en plus de ça, ils avaient un lien avec Madame Pereira puisque les visages changeaient en fonction de son état de santé. Pris de panique et un petit peu par rapport à un effet de foule qui va commencer à se dresser dans cette petite ville d'Andalousie, le maire va faire construire une deuxième cuisine, puisque la famille Pereira n'arrivera même plus à manger chez elle, du fait de tous les visiteurs qui vont se pointer à n'importe quelle heure. Pour être sûr que ce soit quelque chose de paranormal, les scientifiques vont commencer à tourner, à prendre des photos, à analyser le sol, mais rien n'y fait. On n'arrive pas à trouver ce qui fait apparaître ces fameux visages. Pour aller encore plus loin dans l'initiative de découverte, la mairie va décider de détruire intégralement et de creuser le sol de la cuisine. Ils vont le faire et ils vont découvrir des ossements humains d'une sépulture qui serait vieille du XIIIe siècle. En faisant des analyses, ils vont se rendre compte que c'était le corps d'enfant, mais qu'aucun de ces corps n'avait de tête. Ils vont refaire la cuisine dans l'intégralité, les visages vont réapparaître, et à force de voir tous ces gens et le phénomène s'amplifier, car il faut quand même dire que
les visages de Belmez est quand même réputé pour être le phénomène paranormal le plus documenté et le plus, là où il y a le plus de preuves scientifiques de tout le XXe siècle. Par la suite, ils vont continuer les analyses et pour être sûr que la famille Pereira ne fait pas eux-mêmes les dessins, vont venir donc, toujours avec la mairie, les ecclésiastiques et les scientifiques, vont sceller avec de la cire la cuisine et laisser une bâche sur le sol, prenant des photos pour voir où sont les visages exactement. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 3 mois, ils vont revenir et vont se rendre compte donc, que la cire est intacte, ils vont ouvrir la porte, ils vont enlever la fameuse bâche et se rendre compte que tous les visages ont évolué. Ils se sont tous déplacés. Pour aller plus loin dans le test, ils vont détruire une partie de la dalle où il y a un visage et le caler sur un des murs de la cuisine. Le visage, même s'il va prendre beaucoup de temps, va comme glisser vers le sol pour se remettre à l'intérieur de ce fameux plancher. À l'heure actuelle, Madame Pereira est décédée et la famille a quelque peu délaissé la maison. Mais il faut savoir une chose, c'est que les visages ont continué et que maintenant, à l'heure actuelle, on parle même d'une deuxième génération de visages de Belmez. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou même en message privé. Et j'espère que cette petite histoire vous aura bien plu. Et on va commencer aujourd'hui donc la nouvelle rubrique, celle de la petite vidéo, avec une vidéo très... je sais pas comment vous dire. Honnêtement, ça commence gentiment et d'un coup ça prend aux tripes. Regardez, c'est encore le mieux. Faut que j'éteigne la lampe, non? Pourquoi? Sinon on pète la vie. Non. On va sur celle-là. Allez. Mais celle-là... Il y a de la batterie. Oh, mais tu devrais te couper et tout. Lumière à l'intérieur? Oui. Mais c'est bon, on peut rentrer. Non, parce que si on court tous en trombe, on va Oui, 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 voilà. Essaye de... Arrache-la. Lèche-toi. C'est bon? Oui. Mais moi bon, bah je crois que c'est bon. C'est bon là. Quelqu'un prend la perceuse. Ah, c'est moi la lumière alors. C'est fort l'alarme? Oui, ça fait peur, ça fait une voix de fille. C'est vers où? Elle est où l'alarme en fait? L'alarme, elle est L'alarme, à elle est vers partir le bas. de la moitié du bassin. Là, là? Non, là tu vois, le petit... Le petit quoi? En fait, elle est à la moitié. Ah, le petit truc rouge là? Elle est là. Et ici aussi du coup? Bah, je sais pas. Et il y a une voiture là. Ah non, c'est la lumière qui est reflétée. Mais est-ce que si on coupe tout... Non mais attends. Ça s'allume plus. Mais non, il n'y a plus de batterie. Il y a que... Ah, mais c'est normal, c'est la vieille batterie. Ben oui. Attends. Attends, attends. Non, 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 attends, attends. Viens, viens. Donne la lampe. C'est là que ça va sonner. Non, non, c'est pas vrai, j'y suis déjà allée. Faites quoi? Mais viens, viens. Là, ça sonne ou pas? T'es sûr? Oh putain! Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi ça reste assez perturbant, et on retrouve un petit peu le côté maigre et tout ça. Moi ça me fait toujours penser à une goule. Voilà, donc
pour rebondir là-dessus, hein, parce qu'on va être des vrais professionnels maintenant, on va lancer donc le moment cryptozoologie, et bah, bien évidemment, on va attaquer donc pour cette créature spéciale, la goule, tout simplement. La goule, aujourd'hui on va attaquer la goule. Alors la goule, qu'est-ce que c'est? Dans le folklore arabe, c'est une créature monstrueuse qui est née un petit peu dans les 1001 nuits. Elles servent avant tout de grands méchants loups. D'accord? Quand nous, dans notre culture, on parle du grand méchant loup pour faire peur aux enfants, pour éviter qu'ils sortent et qu'ils fassent des bêtises, et bien dans la culture musulmane, du moins à l'époque, c'était plutôt la goule. La goule qui est représentée maintenant chez nous comme une créature mort-vivante, qui errent dans les cimetières et qui se nourrissent de cadavres en fait. Je vous conseille de regarder un petit peu, je sais pas si vous connaissez donc les petites séries, les contes de la crypte, il y avait un épisode avec des goules aux petits oignons, je vous conseille vivement de le regarder. À l'heure actuelle, maintenant la goule a perdu un petit peu de son identité. Je veux dire par là que on a tendance à croire que la goule est le serviteur du vampire. Alors je vais pas parler de vampire là maintenant, parce que bon déjà c'est pas, on parle de la goule, mais je crois que Twilight a déjà fait assez de mal aux vampires comme ça. Mais tout simplement pour dire que je pense que la goule a gardé son identité propre. Et quand on regarde bien les vidéos, les témoignages, quand on recherche un petit peu sur le paranormal, on a beaucoup plus souvent de preuves, ou du moins de témoignages, de l'existence de la goule, que d'une autre créature mort-vivante. Réfléchissez bien à ça. Sur ce, je vais vous quitter, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Je vous dis à très bientôt, j'espère que toute cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis, c'est vous qui nous faites évoluer. Et ben Lydia se joint à moi pour vous dire à très bientôt, et on vous fait tous de gros bisous. Ciao ciao.